Dear. Valide. People. Dear. Valide. People. Et bonjour à tous, chers auditeurs. Cela faisait longtemps que je n'étais pas venu animer Dear by People. J'espère que Camille s'est bien occupée de vous durant ces 2 dernières émissions. Comme je disais aujourd'hui, moi j'aimerais parler d'un sujet dont on parle toujours d'une seule façon, sur un seul sens, c'est la parentalité en situation de handicap. On parle souvent de association de parents, où on met en avant les parents de personnes en situation de handicap. Je pense avant tout à Sophie Cluzel ou à d'autres personnes qui sont mises en avant parce que parents de personnes en situation de handicap. Mais aujourd'hui, moi je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres discours? Est-ce qu'il n'y a pas de choses dont on peut discuter autour de cette thématique qui est la parentalité et la situation de handicap? Donc aujourd'hui, pour parler de ce sujet, j'accueille 2 nouveaux invités comme chaque mois, Gaël Reynaud et Nathalie Carneguez. Donc oui, Carneguez comme Camille Carneguez, chère auditrice, puisque nous avons la joie d'accueillir la maman de ma chère complice de crime qu'est Camille Carneguez. Comment allez-vous, Gaël et Nathalie? Bonjour Damien. Bonjour Damien, bonjour Gaël. Bonjour Nathalie. Moi ça va très bien. Et toi Nathalie? Eh bien parfait, moi je suis ravie d'être à l'antenne et je remercie Damien de m'avoir convié Et de sur même. cette séance de Dear by People. Avec plaisir. Il faut savoir, chers auditeurs, que Nathalie est notre fan number one, a toujours aimé chaque post publié sur Dear by People. Et ça nous donne envie de continuer. Donc je remercie aussi. Moi, pour commencer cette émission, j'aimerais poser la question, en fait, qu'est-ce que vous évoque ce sujet de la parentalité et du handicap? Peut-être. Vas-y Nathalie, je t'en prie. Non, Gaël, à toi. C'est toi, on va dire. C'est intéressant, ça fait un côté générationnel. Toi, tu es une maman d'une personne handicapée. Moi, je suis maman et je suis une personne handicapée. Donc, il y a un côté presque de génération. Enfin, presque, tu pourrais être ma mère, symboliquement, ça pourrait être ma mère qui est invitée. D'ailleurs, ma mère est dans la pièce à côté. Ouais, d'accord. Alors moi, je n'ai jamais, avant la naissance de ma fille, jamais été confrontée au handicap. Et voire même, bon, moi j'ai 55 ans, hein, voire même très peu confrontée. Et puis, finalement, c'est ce que je me dis avec le recul, on ne voyait pas non plus beaucoup de personnes handicapées, ou très peu. Et donc, Camille, mon Camille a un handicap de naissance, donc l'annonce du handicap a été faite, elle était âgée de 8 mois, Camille. Donc à l'âge de 8 mois, Camille, j'ai su que, voilà, que mon enfant était handicapé, mais
Je ne savais pas comment ça allait se traduire et je ne savais pas comment surtout ça allait évoluer. Et je vais continuer à faire des interviews, si ça ne te dérange pas, Damien, à poser des questions à Nathalie, et puis après je m'auto-distribuerai la parole. Mais est-ce que quand tu as su que ta fille était handicapée, est-ce que, quel a été ton parcours de, on va dire grosso modo, quoi, d'appréhension de la nouvelle, d'angoisse, de non-angoisse, de ces gestes-là, et puis d'apprentissage, on va dire, par rapport à ça. Alors, ça a été quand même évidemment difficile, hein, forcément. Le diagnostic, Camille, je n'avais pas consulté de pédiatre depuis la naissance de Camille. Camille était suivie par un médecin généraliste qui à aucun moment n'a vu quoi que ce soit. Et Camille est mon premier enfant. Et donc, je me suis quand même, enfin, je lui ai un jour posé la question en lui disant, quand même, je suis surprise, Camille, elle est toujours, elle ne bouge pas beaucoup, elle est toujours un peu raide, elle est pas autant plastique que les enfants, que les bébés de mes copines. C'est surprenant, c'est bizarre. Oh non, non, oh non, non, vous inquiétez pas. Après, je voyais des amis qui me disaient, oh non, mais ne t'inquiète pas, elle est peut-être un peu feignante, ou alors le père de Camille aussi, le papa de Camille, ça a d'ailleurs été compliqué parce que le papa de Camille pensait que c'est moi qui voyais le mal, qui voyait que les choses n'allaient pas alors qu'il n'y avait aucun souci. Bien. Et puis, en parlant avec des amis, j'ai une amie qui me dit, écoute, va consulter un pédiatre à l'hôpital de la ville dans laquelle nous vivons à l'époque, et elle me dit, il est très bien, c'est un vieux pédiatre, et bon, je pense qu'il a déjà vu beaucoup d'enfants. Effectivement, j'ai réussi à avoir un rendez-vous, et donc, effectivement, 10 minutes de consultation pour m'annoncer, bah, écoutez, voilà, votre fille est IMC, infirme moteur cérébral, elle va devoir être prise en charge très rapidement en rééducation fonctionnelle. On ne peut pas vous dire comment ça va évoluer, mais le but, ça va être voilà, de lui apprendre tous les schémas moteurs qu'elle n'a pas naturellement et spontanément. Donc, elle va être prise en charge en rééducation fonctionnelle de façon très soutenue, c'est-à-dire tous les jours, quoi. Et ça, dès lors de 8 mois, quoi. J'étais toute seule lorsque j'ai appris ça, vu que le papa de Camille pensait que je racontais n'importe quoi à l'époque. Donc, voilà, il a fallu que j'encaisse. Enfin, il m'a quand même dit aussi, ce pédiatre, et quand je lui dis, mais c'est quoi, ça vient d'où? J'ai eu une grossesse normale, tout se passe bien, j'ai l'impression de ne pas faire d'excès, je suis bon, quelqu'un de relativement raisonnable, mais qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, c'est la faute, t'as pas de chance. Voilà, donc je suis sortie de la consultation en me disant, c'est la faute, t'as pas de chance, je sais que ma fille, on m'annonce qu'elle souffre d'un handicap, je ne sais pas comment ça va se traduire, je ne sais pas comment ça va évoluer. Enfin, bon. Donc ça a été effectivement difficile. Difficile pour moi à accepter, difficile, et puis la culpabilité, bon, qui est venue après, bien sûr, un peu plus tard. Là, j'étais sous le choc de l'annonce, donc forcément, donc oui, c'était compliqué. Et qu'est-ce que, moi, c'est une question qui m'a beaucoup travaillé, par exemple, par rapport à ma propre mère, mais par rapport aux parents des personnes handicapées en général. C'est la question effectivement de la culpabilité, du sentiment de culpabilité qui est potentiellement très forte et qui peut amener du coup on va dire des non-dits, des sacrifices, de l'abnégation un peu trop parfois un peu trop forte quelque part de la part du parent. Toi, est-ce que tu as réussi comment tu as réussi à dépasser ça, à te reconstruire aussi, parce que c'est une question importante, je pense, en tant que parent, quoi. Gaël, oui, peut-être excusez-moi de vous déranger, peut-être qu'avant d'aller sur ces questions-là, tu pourrais peut-être te présenter pour nos auditoristes, parce que pour l'instant, ils savent
toujours pas qui tu es, par contre, ils savent que tu poses des questions. Désolée, oui. Oui, si vous voulez, je peux répondre aux mêmes questions aussi, hein. Après, voilà, moi, je veux dire, un soir de bourre, je suis tombée enceinte. À peu près comme beaucoup de personnes, ça peut leur arriver. De père inconnu, enfin voilà, d'un garçon que j'ai croisé, que je n'ai plus jamais revu. Et qui était super sympa, d'ailleurs, c'était une très belle soirée. Mais voilà, et j'avais déjà 39 ans, un truc comme ça. Je me suis dit, je voulais déjà être maman depuis longtemps, en fait, plus, comment dire, je déteste le concept de handicapé qui ne peut rien construire, qui ne peut pas faire de la beauté, des choses, qui ne peut pas avoir de responsabilité, pas avoir une vie normale, entre guillemets. Il paraît que dans mon handicap, j'ai une hypertrophie spinale, il paraît que dans mon handicap, c'est assez fréquent le désir d'être une sorte de surhumain, presque, le désir de remplir toutes les cases de la normalité, et même plus encore, on va dire. Que je ne sais pas si c'est lié à son handicap ou lié tout simplement au désir de vivre de n'importe qui. Je pense qu'en réalité, c'est lié au désir de vivre de n'importe qui. Et qu'on ne peut pas vivre si on ne pense pas qu'on est en pleine puissance de vivre. Or, si on est handicapé, on est dans l'impuissance de vivre. Donc finalement, avoir des enfants, c'est une façon d'assumer complètement de A à Z cette puissance. Donc voilà, je suis tombée enceinte complètement par hasard. Et quand j'ai su que j'étais enceinte, ce qui a été assez rapide, je m'en suis rendu compte assez vite. J'ai tout de suite décidé de le garder. C'était clair et net pour moi. Je n'ai pas voulu faire d'amniosynthèse pour savoir si mon enfant était handicapé, tout simplement parce que ça mettait l'enfant en péril. Alors, soit il y a une chance qu'il soit handicapé, j'en sais rien. Peut-être qu'il le sera, on verra. Effectivement, des fois je trouve un peu un manque d'endurance, mais est-ce que c'est parce que c'est mon fils et que du coup il aime bien que je le porte, des choses comme ça, j'en sais rien. Il a des problèmes cardiaques, donc ils sont repartis à la charge à l'hôpital pour me faire une amniosynthèse. Et là, j'étais complètement effondrée, il a un problème cardiaque, peut-être c'est grave, est-ce que je pourrais le prendre en charge et tout. Et puis j'étais complètement désespérée à ce moment-là parce que mon entourage n'était pas très présent. Il y avait peu de gens présents pour m'aider au cas où, en plus de mon équipe d'assistants de vie, quoi. Donc c'était un peu la grosse angoisse. Et puis bon, voilà, comme l'hôpital, ils sont sur l'idée de soit tu es en forme, soit tu n'es pas en forme. Et implicitement, tu es en forme, tu peux vivre, tu n'es pas en forme, autant éviter que tu ne sois pas en forme trop longtemps. Donc, en gros, on encourage à l'interruption d'une grossesse d'un enfant qui ne remplit pas 100% les cases de la normalité, quoi. Donc, il poussait à l'hôpital à faire. Tu n'as pas été soutenu dans ta décision, ni par tes proches, ni par le corps médical, finalement. Mais si tu veux, dans les proches, j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient que j'étais égoïste de faire un gosse, parce que je suis handicapée et mère célibataire. Après, bon, voilà, ma mère, elle m'a beaucoup encouragée. Enfin, elle m'a dit, elle a soutenu mon projet de grossesse. Mes parents m'ont soutenu sur mon projet de grossesse. Certains amis proches m'ont soutenu là-dedans. J'ai eu un assistant qui a été extrêmement impliqué pour m'aider, voilà, pour garder confiance, etc. D'autres qui étaient dans le non-lit, d'ailleurs, tous ont démissionné. Les autres, enfin, ont démissionné, ont demandé une rupture conventionnelle plutôt au moment de l'accouchement. Donc lui, ça a été un des très rares à rester, et plus que plus. Pour reprendre un petit peu sur le fil de l'émission, toi, tu as un peu parlé, Gaël, de ton envie d'avoir un enfant.
Est-ce que toi, de ton côté, Nathalie, est-ce que c'était aussi quelque chose d'une envie d'avoir un enfant? Et pour le coup aussi, moi, la question que je peux me poser, c'est pourquoi on choisit d'avoir un enfant? Alors, personnellement, oui, oui, personnellement, j'ai rencontré donc le papa de Camille. Tous les deux, nous travaillions. On a décidé donc de se marier. Et c'est vrai que naturellement, on a décidé d'avoir notre premier enfant. Nous étions tous les deux d'accord pour avoir un enfant, fonder une famille. J'aurais d'ailleurs même aimé avoir forcément plus d'enfants. Bien ensuite, on s'est séparés très vite avec le père de Camille. Hein. Donc Camille, on s'est séparés. Camille n'avait que 2 ans et demi. Donc finalement, je l'ai élevé seule, hein, quasiment. Et c'est vrai que oui, non, ce désir d'enfant, moi, je l'avais. Alors, je ne sais pas si c'est culturel de se dire, ben, on se marie, donc on a des enfants. Bon, voilà, j'étais dans cette norme-là de me dire, effectivement, quand je serai mariée, mon souhait, vraiment, c'est d'avoir des enfants. Donc justement, pour revenir à ce diagnostic, donc IMC de Camille, donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Est-ce qu'on se sent accompagné? Est-ce qu'il n'y a pas un manque à ce niveau-là? Parce que moi, j'ai l'impression que en tant que parent, on est facilement, comment dire, euh, noyé dans tout ce qui est sa nouveauté du monde du handicap et de tous les prises de rendez-vous médicaux et Ah qu'au oui. final il y a des choses qu'on oublie et que on ne prend pas en compte. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, c'est vrai que dès l'annonce donc du handicap de Camille, tout s'est enchaîné, hein, forcément. Hein. Donc, prise de rendez-vous chez une kiné pour la rééducation fonctionnelle, des tas d'examens médicaux à faire, alors que c'est vrai qu'on est ni enfin, bon, j'avais 29 ans, je n'avais jamais trop fréquenté les hôpitaux. Voilà, on se trouve vraiment baigné dans un peu dans un tourbillon, des tas d'examens à faire, un peu lourds, des IRM, des choses comme ça, et puis la prise en charge de kiné. Ensuite, il a fallu avoir des rendez-vous médicaux à Paris. Bon, moi, j'habite à 50 km de Paris, donc on avait des rendez-vous dans des hôpitaux parisiens. Avec voilà des fois des choses qu'on nous annonçait qui étaient un petit peu incompréhensibles. Pour eux, enfin, ces médecins qui sont habitués à avoir des enfants toute la journée avec des handicaps plus ou moins lourds, j'avais l'impression qu'ils trouvaient que Camille, bon voilà, que finalement c'était pas un handicap si lourd que ça, quoi. Ça allait se cantonner à la rééducation fonctionnelle. Bon, c'est vrai que a priori intellectuellement il n'y avait pas de souci. Voilà, je parle de, elle était petite, hein, mais enfin elle avait des réactions normales par ailleurs, donc c'était vraiment voilà, on m'a annoncé que la marche serait très longue, qu'elle aurait besoin d'assistance. Mais tant qu'on ne le vit pas, on a du mal à s'imaginer. Et puis on se dit toujours, bah, peut-être ils nous disent ça, puis ça va évoluer dans le bon sens. Je restais quand même si j'allais vers l'inconnu, je restais tout de même optimiste. Et il le faut de toute façon, parce que bon, donc, on a vu beaucoup de médecins, des différents médecins. Donc, c'est vrai que c'était difficile de créer un climat un petit peu, pas de confiance, mais un climat où on se sentait un petit peu protégé, un petit peu soutenu. Ça, je l'ai vécu après, plus tard, un petit peu plus tard, quand Camille est rentrée à l'école, qu'elle a eu un changement de kiné et qu'il y a eu une prise en charge plus régulière dans un centre de rééducation à 5 km de chez nous. Donc, c'était quand même beaucoup plus pratique. Et on y allait de façon régulière.
Et là, par contre, voilà, il y a eu beaucoup d'écoute, beaucoup de soutien, donc pour tout et pour aussi les dossiers MDPH et toute la paperasse qui va suivre, qui va la suivre aussi, Camille, hélas, toute sa vie, mais qui a débuté effectivement très très tôt. Voilà, quoi. Tu as dit que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le deviner. Est-ce que tu penses que ce n'est pas une raison pour laquelle les gens paniquent souvent à l'idée du handicap, c'est que ça reste toujours dans l'inconnu, à part le moment où on commence à le vivre soi-même et on se rend compte que finalement, comme tu as pu le dire, on doit rester optimiste, mais en quelque part aussi, on a raison de rester optimiste, puisque comme a dit Gaël tout à l'heure aussi, être handicapé ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire, etc. Oui, 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 c'est sûr, c'est évident. C'est évident que tant qu'on ne vit pas, mais ça c'est valable aussi pour la maladie, pour des tas de choses, tant qu'on ne vit pas le handicap, alors comme Gaël qui est personnellement handicapé ou en tant que parent d'enfants handicapés, tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas savoir quel est le quotidien, quelle est toute cette prise en charge. C'est vrai. Et alors, c'est vrai que parfois, je me dis, les gens sont maladroits. On a rencontré des gens, c'est vrai, parfois maladroits ou des gens qui posaient des questions inappropriées. Bon, j'étais sur le moment très énervée. J'en voulais à ces gens-là. Mais finalement, je me dis, ils savent pas comment appréhender les choses. Ils savent pas s'ils blessent, s'ils ne blessent pas. Est-ce qu'ils doivent poser des questions ou pas. C'est vrai il y avait tout ça aussi. Alors, quand même aussi, ce que je veux dire, c'est que quand Camille est... Alors après, on pourra peut-être parler, enfin, je pourrais peut-être parler de l'école, parce que finalement, ce sont les intégrations scolaires de Camille qui ont été quand même toujours un peu compliquées. Mais c'est vrai que jamais Camille, en tout cas lorsqu'elle a à l'école, tout son cursus scolaire, les enfants l'ont vraiment accepté. Et c'est vrai que pour les enfants, il n'y avait pas de différence, j'avais l'impression. Les enfants, voilà, ils avaient une copine, Camille, qui marchait avec un déambulateur dans la cour de l'école. Mais enfin, Camille, quand on la connaît, bon, bah, Camille courait avec son déambulateur, Camille faisait tout avec son déambulateur. Et c'est vrai que, bon, elle. Voilà, hormis le déambulateur, finalement, Camille, c'était une petite fille comme tout le monde. J'ai des images en tête maintenant. On va revenir un peu vers toi, Gaël. Donc, tu es tombée enceinte, tu as décidé de le garder. Et donc, quelle était la raison pour laquelle tu avais envie de garder cet enfant? Bah, j'allais avoir 40 ans, là je suis bientôt ménopausée. Bon, voilà, c'est simple. Hein. Faut pas chercher midi à 14h. Cet enfant, j'ai gardé, un point c'est tout, comment dire, dans le sein de sa mère, il objecte sa vie. C'est une phrase qui m'a beaucoup marquée d'une chanson de Henri Tachant. Et voilà, je sentais que mon enfant avait envie de vivre, j'avais envie de vivre, je sentais la relation à cet enfant dans mon ventre complètement. On était en dialogue. D'ailleurs, à un moment donné, on a fait de l'aptonomie. Et l'aptonomie, c'est une technique d'écoute, mère-enfant, in vitro, enfin in utero, etc. Machin. Et mon gamin, il me parlait complètement. Enfin, c'était complètement déjà là, quoi. Et au moment de l'accouchement, donc à l'hôpital, ils avaient très peur que ça se passe pas très bien parce que voilà, je suis quand même très handicapée. Je fais une trentaine de kilos, même pas 1,50 m. Tu vois, tu t'en assis avec une très faible capacité respiratoire, avec un enfant qui avait un problème cardiaque qui avait été décédé parce que vu que je ne faisais pas d'amniosynthèse, l'enfant était surveillé plus dans mon ventre. Et quand ils ont détecté ça, c'était limite, presque, ah vite, il faut faire quelque chose,
Enfin, il y avait un truc presque de l'angoisse totale chez eux. C'était vraiment l'angoisse totale. Je me suis foutue en colère parce qu'ils voulaient me faire accoucher en avance. J'ai dit: «Mais mon enfant, il est très bien dans mon ventre, laissez-le tranquille, tout va bien». Du coup, ils m'ont convoquée en psychiatrie parce qu'ils avaient trop peur que voilà, que je bref, finalement, j'ai parlé avec ma pneumologue qui me connaissait bien, qui est une femme, qui mesure pas plus que moi, qui est aussi maigre que moi, et qui a je sais pas combien d'enfants, je crois qu'elle en a 7, mais je suis pas sûre. Je vais pas demander, réellement la question, c'est que je connais une copine à elle, c'est pour ça. Et elle me dit: «Oh, vous inquiétez pas, ils ont peur à l'hôpital, il faut les comprendre. Imaginez le nombre d'accouchements qu'ils ont à faire. Si en plus pendant l'été, vous êtes handicapé, votre gamin a un problème cardiaque, eh bien vous cumulez quoi. Donc oui, c'est normal qu'ils veuillent vous faire accoucher 1 mois et demi à l'avance. Vous inquiétez pas, ça ira très bien, ça ne mettra pas votre enfant en péril, tout va bien». Et du coup, ça m'a rassurée. J'ai dit: «Allez, c'est bon, on le fait et puis je suis sûre qu'il va vivre». Et mon gamin était plus gros que prévu à la naissance. C'était un beau bébé, il s'est très bien adapté malgré son problème cardiaque, finalement tout a roulé comme sur des roulettes, quoi. Donc toutes les angoisses, on va dire la politique du risque zéro, tout ça a volé en éclats parce que, bah, ce gamin était vivant, avait envie de vivre et on avait une super énergie ensemble, quoi. Donc voilà, tout simplement. Merci Gaëlle. Après une courte pause, chers auditeurs, on va revenir à notre discussion avec Gaëlle et Nathalie autour de la parentalité. À tout à l'heure. Et de retour, chers auditeurs, sur ce nouvel épisode de Dear Very People autour de la parentalité et du handicap. Toujours en compagnie de Gaëlle et de Nathalie, qui ont pu chacune raconter leur histoire. Du côté de Nathalie, la naissance de Camille et son diagnostic. Et du côté de Gaëlle, son aventure d'avoir été enceinte et que ça a été une évidence de garder cet enfant en bonne santé. Tu as pu un petit peu nous raconter quelques déboires que tu peux avoir avec le corps médical. Donc ils t'ont obligé à prendre rendez-vous avec une psychiatre. Il me semble que tu racontes aussi dans un documentaire que vous retrouvez en description, chers auditeurs, qu'ils ont aussi commencé à vouloir placer ton enfant. Est-ce que tu peux un peu plus nous raconter cette histoire-là, Gaëlle? Si tu veux, tout le monde me prenait pour une folle de voir ce gosse. Tout le monde, donc que ce soit des gens de l'institution ou des gens du bar d'à côté, c'est logique. Enfin, je veux dire, on est dans le même monde, quoi. Donc forcément, ça faisait flipper tout le monde. Et ils sont, voilà, la protection de l'enfance, la PMI, la protection maternelle et infantile, ils sont pas très doués, sûrement il manque un petit peu de formation dans certains domaines et dans le domaine de la différence, ils sont pas super évolués. Mais c'est pas grave, je veux dire, il faut bien qu'ils apprennent aussi. Et ils se sont excusés, à mi-mot, mais quand même, parce qu'ils ont bien vu que je m'occupais très bien de mon fils. Je pense que ça leur a donné une sacrée leçon, on va dire. C'est sûr qu'à Montpellier, il n'y a aucun pôle d'accompagnement des jeunes parents handicapés.
nulle part et il y a vaguement, un truc à Palavas, à l'institut, de comment ça s'appelle ce truc? Bref, à Palavas, il y a un truc, pour L'Institut les enfants. Saint-Pierre. Oui, à l'Institut Saint-Pierre, voilà. Donc là-bas, il y a vaguement un truc, pour accompagner des parents handicapés, mais c'est vraiment n'importe quoi, en fait. Enfin, ils le savent bien, même eux-mêmes, qu'ils sont pas armés, qu'ils ont pas les outils, qu'ils ont trop peu d'expérience, et qu'ils ont pas des infrastructures pour le faire. Un exemple, enfin, tu vois, par exemple, donc comme mon gamin avait un problème cardiaque, il fallait de toute façon rester 2 semaines à l'hôpital. Donc on est resté, les 2 semaines réglementaires pour, voilà, pour, voir si mon gamin allait bien, s'il pouvait, survivre, sans assistance médicale au quotidien et cetera. Donc de toute façon, on était d'office, de par son problème à lui, de handicap à lui, on était tenus de rester à l'hôpital. Au bout de 2 semaines, il restait encore 1 semaine à combler avant de passer dans une autre structure, voilà. Donc ils m'ont gardé une 3e semaine qui s'est avérée totalement inutile, mais bon, qui, voilà, qui était plus là pour des raisons administratives et au bout de cette semaine-là, ils nous ont transférés à l'Institut Saint-Pierre, où il n'y avait absolument rien pour m'accueillir, moi, en tant que personne handicapée, à part aller médicalisée, quoi. Mais j'ai dû amener ma chaise de douche, j'ai dû amener mon lève-personne. Donc voilà, quand tu es à l'hôpital déjà, que tu dois gérer, de former toute une équipe à s'occuper de ton gamin, etc., et que Palavas, c'est pas non plus la porte à côté, il faut trouver un véhicule pour transporter un lève-personne, une chaise de douche. Bref, c'est sûr qu'il y a un manque de moyens, un manque de structure, surtout à Montpellier, dans l'accompagnement de parents handicapés. Parce que voilà, c'était ça ou le placement d'enfants. Ça, c'est les négociations qu'ils ont eues. À l'hôpital, ils m'ont beaucoup soutenu, déjà quand ils ont vu à la naissance la façon dont je m'occupais de mon gamin, etc. Ils ont été assez bluffés, quoi. Je les entendais se faire des retours. Et, voilà, ils trouvaient qu'on travaillait plutôt bien, quoi, dans la relation parent-enfant, des équipes d'assistants qui s'est formée en plus à l'arrache. Je leur disais même pas parce que j'avais peur qu'on place mon gamin parce que mon équipe d'assistants de vie était en train de partir en couille et que j'étais obligée de la renouveler un peu sur le pouce, quoi. Alors Donc ça, justement, Ouais. j'aimerais bien rebondir là-dessus. Tu t'en as parlé avant la pause, que la plupart des gens de ton équipe ont demandé une rupture conventionnelle. À ce moment-là, à quoi ça a été dû d'après toi? Est-ce qu'il y avait aussi une peur panique du travail que ça allait donner, d'avoir aussi un enfant à s'occuper en plus? En fait, c'est pas que une question de quantité de travail, si tu veux. Comme m'a dit une psychologue dans des temps avant que j'accouche, elle m'a dit, mais vous vous rendez pas compte, un accouchement, c'est un tsunami. C'est-à-dire qu'au moment même de l'accouchement, il se passe des choses. Enfin, quand je parle de l'accouchement, c'est-à-dire le moment où l'enfant apparaît, quoi. Il se passe des choses qui obligent à une certaine radicalité. Donc, par exemple, je ne sais pas si tu as vu, la plupart des couples qui ne vont pas hyper bien se séparent après un accouchement. Enfin, soit tu te sépares, soit tu te resserres, on va dire, tu te consolides. C'est l'un ou l'autre presque. Et ben, finalement, la relation d'assistant de vie et d'une personne handicapée, c'est presque comme une sorte de relation de multi-couple à temps partiel, voilà. Puisque quelque part, tu es tout le temps ensemble, il y a une complicité qui se développe au fur et à mesure, la personne est complètement dans l'intimité. Enfin, donc, quelque part, au niveau concret, même pas, je parle pas moral, au niveau concret, il y a quand même quelques petits points communs avec la vie de couple, quelque part. Et quand tu as un gros changement, ça peut être, là, en l'occurrence, l'arrivée de mon fils, mais ça aurait pu être autre chose, enfin voilà, mais ça crée
ça amène une certaine radicalité, on va dire, dans l'expression. C'est un révélateur, quoi. Mmh. Et donc, de toute façon, il y avait une grande partie des membres de mon équipe où je savais bien qu'ils partiraient. Je le savais, en fait, mais je voulais pas les virer. Parce que si tu vires des gens, tu te sens méchant, quoi. Et donc, je leur disais, dites-moi si vous voulez continuer ou pas, j'accepterai. Je savais qu'ils arrêteraient. Et effectivement, ça n'a pas loupé. Euh, on dit qu'il faut, voilà, moi, mon défaut à moi, c'est que j'ai pas imposé d'arrêter avec certaines personnes avant la naissance, ce que j'aurais dû faire. Mais voilà, je les aimais trop aussi, voilà, aussi, quoi. Et je pense que c'était réciproque aussi, il m'aimait beaucoup. Et puis la peur de perdre un travail, c'est pas rien, quoi. Arrêter avec. Enfin, là, bon, là, j'ai déménagé de Montpellier, je ne vis plus ici. Mais quand je suis partie, eh ben, ça veut dire que les gens, ils ont perdu leur travail. Donc, c'est pas rien, quelque part. Donc, ce genre de décision, c'est pas à prendre à la légère. Et voilà, ben, il y a certaines personnes de mon équipe qui avaient des angoisses, mais qui n'avaient pas à, à l'assumer. Et dès que l'enfant était là, ben, ils ont été obligés, mais complètement obligés de se positionner. Et c'est, voilà, bon, ben, ça s'est fait à l'arrache, ça s'est fait à l'arrache, quoi. J'aurais envie un peu de ne pas avoir été un peu plus honnête avec eux-mêmes avant, mais moi, j'aurais pu être plus honnête et leur dire, ben, écoute, toi, je sais que tu ne tiendras pas, tu t'en vas. Toi, je sais que tu ne tiendras pas, tu t'en vas, etc., etc. Je le Mmh. savais déjà. C'est pas une position facile à tenir non plus. On Mais, va, on va revenir vers toi, Nathalie. On parle un petit peu accompagnement là avec Gaël, littéralement. Toi, de ton côté, est-ce que tu t'es senti, on en a un petit peu parlé tout à l'heure aussi, est-ce que tu t'es senti soutenu par le corps médical? Tu as pu parler de ce changement, notamment en allant dans un centre de rééducation proche de chez vous, où là vous êtes écouté. Mais je me pose la question des personnes autour de vous. Quelles ont été leurs réactions dans la famille ou dans les amis? Alors, oui, alors moi je dirais que oui, je me suis sentie soutenue toujours. Alors, par ma famille, bien sûr, par des proches, par des amis. Et puis, on avait aussi noué une relation quand même assez proche avec, enfin, Camille elle-même avec sa kiné. Et cette kiné était très à l'écoute. Donc à l'écoute des enfants, bien sûr, qu'elle prenait en charge, mais aussi à l'écoute des parents. Et c'est vrai qu'elle a été très, très importante, en fait, je pense, et dans le parcours de Camille et dans son soutien aux parents et donc à moi, avec toujours de très bons conseils. Que ce soit sur le plan médical, mais elle faisait presque office de psychologue, hein, parce que évidemment Camille, parce qu'il faut quand même imaginer que Camille, dès l'âge donc petite, mais surtout quand elle allait à l'école, elle avait ses journées d'école. Moi, je travaillais à Paris à l'époque, hein. Donc le matin, elle était déposée chez une nourrice qui l'emmenait à l'école en poussette, hein, parce que elle gardait d'autres enfants, donc il fallait que je laisse une poussette chez elle. Enfin bon, c'était tout un micmac, parce que elle, le matin, partait qu'une poussette double, donc elle pouvait pas prendre la poussette de Camille. Donc le matin, je déposais Camille et sa poussette chez la nourrice. La nourrice la déposait à l'école le matin. Camille allait à l'école. Le midi, Camille n'avait pas accès à la cantine parce que la cantine n'était pas sur place. Il y avait un transport en bus. Donc, il y avait 3 marches. Donc, Camille, personne ne voulait la porter pour entrer dans le bus. Donc, elle n'avait pas accès à la cantine. Donc, c'est la nourrice qui retournait la chercher, qui la ramenait l'après-midi. Donc, l'après-midi, elle avait école. Et ensuite, la nourrice retournait la chercher à 4h30 et Camille, de 4h30 jusqu'à 19h, elle était chez sa kiné. C'est-à-dire qu'elle arrivait, elle était verticalisée pendant plus d'1 heure, période pendant laquelle elle faisait son goûter, ses devoirs, parce qu'elle a toujours été
très scolaire, Camille, et donc elle faisait ses devoirs, et puis ensuite, de la rééducation pure jusqu'à ce que j'arrive. Moi, je revenais de Paris, je refaisais un crochet chez la nourrice pour récupérer la poussette, et je retournais chercher Camille. Donc Camille a passé beaucoup de temps auprès de sa kiné, elle a rencontré évidemment beaucoup d'enfants, donc c'était un peu je ne dis pas une cour de récréation parce que c'était quand même très sérieux, mais enfin bon voilà, c'était quand même un moment très agréable. Je pense qu'il a beaucoup compté dans la vie de Camille. Et ça jusqu'à la fin de sa scolarité, c'est-à-dire jusqu'à la fin du lycée. Bon, après, sur le lycée, elle y allait forcément un peu moins. Mais enfin, sur les périodes maternelles primaires, Camille était tous les soirs chez le kiné, après l'école. Je vais un peu redonner ma question. Est-ce que toi, en tant que Nathalie, en tant que mère de Camille, tu étais sentie encouragée par tes proches? Et si oui, est-ce que tu as des actions spécifiques en tête de personnes qui t'ont aidé? Donc on comprend bien que ces nourrices, ça a été une grande organisation, ça a demandé de la flexibilité, mais je me demandais, toi en tant que mère de personnes en situation de handicap, est-ce que quelqu'un t'a montré des encouragements? Dans mes proches, c'est-à-dire dans ma famille, ils m'ont soutenue, c'est-à-dire que je pouvais compter sur eux si, en cas de besoin. Ça, c'est sûr. Des encouragements, non, enfin, j'ai l'impression, moi je parle surtout, ce qui a été quand même toujours un peu compliqué, c'était toujours les intégrations scolaires. Parce que ça a toujours été très compliqué. Il y avait toujours des équipes éducatives à monter à chaque changement de classe, avec tout était extrêmement compliqué, alors que finalement Camille, hormis son problème de déplacement qui se faisait en plus en déambulateur, il n'y avait aucun souci. Elle suivait sa scolarité normalement, elle n'avait pas de problème. Et là, à ce moment-là, je me suis pas toujours sentie soutenue. J'avais l'impression que tout était sujet à mettre des bâtons dans les roues, que ce soit justement pour les sorties scolaires, par exemple. Si je ne missionnais pas quelqu'un ou si moi-même je n'étais pas présente, par exemple, Camille ne pouvait pas assister aux sorties scolaires. Camille nageait très bien. Quand il y avait des séances de natation, de piscine, c'était pas possible. Il fallait que j'aille dans l'eau avec ma fille. Parce que surtout, c'était, on ne veut pas être responsable s'il y a un problème, on ne veut pas prendre ses responsabilités. Et puis aussi, pour certains, un manque honnêtement, de volonté, clairement. Par exemple, Camille a toujours été exemptée d'éducation physique toute sa scolarité, sauf sa dernière année au lycée, au moment du bac, où là, elle a eu une professeure qui lui a dit mais non, Camille, tu vas passer ton bac en EPS, alors qu'elle n'avait jamais fait de sport par ailleurs. Donc voilà, ça, moi, c'est ce que je garderais quand même, c'est quand même toutes ces rentrées scolaires où il fallait toujours justifier de tout. Et ça a été quand même compliqué. Juste petit aparté, enfin, tu vois, je te donner un petit truc en tant qu'enfant handicapé que j'ai été, où l'expérience a été sensiblement la même que pour toi, Nathalie, enfin en tout cas que pour Camille probablement, tu vois. C'est que quand j'étais en maternelle, d'abord j'étais dans une maternelle où il y avait des escaliers pour aller en classe et les instituts ils me portaient pour aller en classe. Ça ne posait de problème à personne. L'année suivante, il y a une école qui s'est construite un peu plus loin, qui était accessible avec un ascenseur. Et bien là, le personnel faisait la tête de devoir me faire prendre l'ascenseur, que ça posait un problème. Et finalement, la plus grande accessibilité a amené plus de bâtons dans les roues qu'au moment où c'était le système D et où, du coup, les instituts, ils me portaient comme on aurait porté n'importe quel enfant qui apprend à monter un escalier, quoi. Ouais, Et
Moi, je me suis toujours posé la question de savoir jusqu'à quel point les prises en charge, les PAI là, et compagnie qui existent depuis quelques années, jusqu'à quel point c'est réellement une aide ou au contraire une façon d'en rajouter dans la surcharge de l'accompagnement et finalement le tortiller du cul pour chier droit, pour employer une expression populaire. Voilà. Oui, alors en plus, nous, on est dans une ville qui n'est pas du tout accessible, hein. Melun n'est pas une ville accessible. Très peu d'enfants handicapés ont été scolarisés sur les écoles publiques. Et donc Camille, elle a fait donc sa maternelle primaire en bas de chez nous, pas loin là, mais ensuite, clairement, lorsqu'elle a 2 ans avant, on a préparé sa rentrée au collège public de la ville. Bon, j'ai senti clairement voilà, qu'il y aurait il n'y aurait pas de volonté. Il y avait alors dans cette école, dans ce collège, pardon, il y avait un ascenseur, mais on m'a expliqué que l'ascenseur, Camille ne pourrait le prendre que si elle est accompagnée d'un adulte. Alors j'ai écouté, pour moi c'était impossible. Et j'ai senti qu'il n'y avait pas de motivation, pas de volonté. On m'a quand même rétorqué, écoutez madame, on va pas réorganiser le collège avec 750 élèves pour une élève handicapée. Bon, alors moi, j'ai tourné les talons, je suis partie et Camille en collège et lycée, elle a été scolarisée dans des établissements privés. Dans lesquels, eh ben, effectivement, il y a eu plus d'aménagement, pas forcément plus d'accessibilité, mais plus d'aménagement, plus de volonté de faire et où ça ne posait pas de problème. Et c'est vrai que je les remercie. Merci. Juste pour terminer cette émission, moi j'ai une dernière question que j'aimerais te poser, Nathalie, qui rejoint un petit peu la question de Gaël en début d'émission. Il s'agit de la culpabilité. Est-ce que un jour la culpabilité pour un parent d'avoir donné naissance à une personne en situation de handicap s'efface? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand on connaît pas, quand on connaît pas l'origine, quand on connaît pas l'origine précise du handicap, il y a toujours cette part de culpabilité. Se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? À un moment donné, j'ai fait quelque chose, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et non, au fond de moi, il y aura toujours une part de culpabilité. Et de me dire que, voilà, surtout ce qui m'inquiétait surtout, c'est de me dire comment Camille va évoluer. Mon souhait, c'était de la rendre autonome au maximum. Je souhaitais vraiment qu'elle soit autonome. Et aujourd'hui, bah, ma plus grande fierté, c'est de voir ce qu'elle est devenue et dans l'autonomie plus, et l'indépendance plus, avec un état d'esprit formidable. Et ça, c'est super. Et pour toi, Gaël, rapidement, est-ce que tu peux nous dire si d'être en situation de handicap t'a apporté une angoisse supplémentaire au fait d'être maman, puisque bah, déjà être maman est angoissant de base. Non. Ok. Franchement, non. Je m'éclate comme maman. Il y a plein de gens qui me disent qu'ils prennent des notes quand ils me voient travailler avec mon gamin, enfin voilà, m'occuper de lui, parce que je suis obligée de trouver plein de solutions pour que ça se passe bien et avec plein d'assistants différents et que tout le monde soit content. Et donc, comme ça se passe très bien, c'est ouais, je trouve que, enfin, non, je ne vois pas spécialement de difficulté. Enfin, oui, mais j'imagine qu'il y a c'est plus la gestion de mon propre corps, que j'aille bien, que je reste en forme, que je reste à ne pas m'oublier, mais comme n'importe quel parent, en fait. N'importe quel parent, de faire attention de ne pas s'oublier pour pouvoir être en forme, pour s'occuper de son gamin. Donc j'essaie de faire très attention à ça. Tu aurais pu me poser la question de la culpabilité aussi, parce que mon gamin, il a un problème cardiaque quand même. Et donc, non, mais je veux dire, je suis aussi parent d'enfants handicapés, quoi. Je ne suis pas que parent handicapé. Et
Donc, juste, bah, tu vois, par rapport à la culpabilité, ça, c'est un truc que j'ai toujours refusé parce que je trouve ça affreux qu'un parent culpabilise par rapport à son enfant. Je trouve que ça n'aide pas et j'ai toujours encouragé mes parents à ne pas culpabiliser pour moi et je ne veux pas culpabiliser pour mon gamin. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet très important, Mmh. le traitement de la culpabilité et d'en finir avec cette merde, quoi. Parce qu'en fait, tout simplement, nos corps sont tous différents. L'être humain, comme n'importe quel être vivant, est mortel. Donc, il faut juste pas l'oublier. Donc, on a aussi des limites, qui que l'on soit, et qu'on ait une étiquette sur la gueule où il est marqué handicapé ou pas. Donc, à un moment donné, il n'y a aucune raison de culpabiliser et au contraire, je pense que Nathalie, tu peux être fière d'être, une super maman, qui s'est battue pour que sa Camille devienne une fille, magnifique et a priori, ça a l'air d'être une fille chouette, Camille. Je la connais pas, mais je serais ravie de faire sa connaissance et voilà et si vous connaissez mon fils, vous voyez que c'est un gamin hyper épanoui, qui parle super bien, qui est hyper arrangeant avec tout le monde, qui est hyper à l'écoute, qui m'a donné plein de leçons, qui continuera à m'en donner. Il y a 3 ans et demi là, là il est à l'école. J'aime l'école et je suis venue vous voir directement après. C'est une joie. Voilà, il y a un problème cardiaque, peut-être qu'il en mourra, peut-être qu'il va devoir se faire réopérer parce qu'il s'est déjà fait opérer à cœur ouvert quand même. Peut-être qu'il devra se faire réopérer, peut-être qu'il en mourra. Je veux dire, quelqu'un dans ma famille, il y a 3 générations, en est mort, mais c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Enfin, on est tous des êtres de chair et de sang, et la vie est beau parce que c'est éphémère, et il faut remercier la vie d'exister. Voilà. Eh bien, merci Gaël. Je pense que c'est notre mot de la fin, cher auditoriste, pour ce nouvel épisode de Bienveille People sur la parentalité de handicap. Je remercie évidemment à Nathalie, un dernier mot peut-être. Alors, c'était pas un dernier mot, je voulais vous remercier, mais moi je voulais juste conclure par une phrase de Saint-Exupéry qui avait été citée sur un programme d'un spectacle de danse inclusive auquel Camille avait participé il y a quelques années à l'Acte. Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Voilà, à méditer. Amen. Magnifique phrase, merci Nathalie. Merci Nathalie. Merci Et Gaël merci pour à toi, votre Damien. participation, avec plaisir. Merci à vous. Merci à l'équipe de Radio FM+, pour accueillir cette émission tous les mois. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain, chers auditeurs, où on vous réserve une petite surprise pour ce dernier épisode de l'année déjà. Bonne Super. journée, chers auditeurs, et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir à tous. Dear. Valid people. Dear. Valid people.